On va attendre Bien, quelques petites bonjour. minutes. Bonjour. Voilà, on va attendre que tout le monde soit connecté avant de commencer. Bonjour à tous. Allez, on attend encore 2 minutes. On va commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel Alter Imo. On est ravis de vous avoir pour cette session sur la thématique la vision d'un architecte sur nos logements. Et on a Marie-Catherine Chazot, directrice produits et clients pour Altarea, qui va vous présenter sa vision de nos logements et la conception du nouveau neuf dans le groupe. Vous pourrez poser vos questions sur le chat ou à l'oral au fur et à mesure de la présentation. Cette session sera en replay sur le site partenaire. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra au fur et à mesure. Voilà, je laisse la parole à Marie-Catherine et je vous souhaite une bonne webconférence. Merci Gersande. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Marie-Catherine Chazot. J'aime dire que je suis avec mon équipe. J'ai une équipe de 25 architectes qui travaillent au sein du groupe Altarea au quotidien pour accompagner les équipes, mais surtout pour être l'œil du client. En fait, notre but, c'est d'être l'œil et l'écoute du client pour pouvoir faire en sorte que l'architecture que nous allons concevoir, les appartements que nous allons concevoir et proposer à la vente soient le plus en adéquation avec les attentes de nos clients et donc avec leur façon de vivre. Euh, Pourquoi parler de nouveau neuf aujourd'hui? Pour moi, c'est essentiel de parler de nouveau neuf parce qu'aujourd'hui, concevoir, j'ai commencé à travailler dans le groupe il y a 25 ans et on ne concevait pas du tout les appartements. La vision qu'on avait de l'architecture était complètement différente. D'abord, les clients que nous avions en face de nous n'étaient pas du tout les mêmes. Le pouvoir d'achat de nos clients n'était pas le même et la conception même de l'architecture n'était pas la même. On ne parlait pas à l'époque de réchauffement climatique, on ne parlait pas de réglementation environnementale. Donc, c'est cette grande différence que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui et de vous montrer quel est le sens dans lequel nous souhaitons aller pour cette nouvelle architecture. Alors, comme je vous dis, concevoir un logement aujourd'hui, c'est d'abord construire des logements dont les ménages ont besoin. Et là, les ménages aujourd'hui n'ont rien à voir avec ceux que j'ai connus au début de ma carrière. Nous avons aujourd'hui une variété de familles différentes, une variété de typologies de ménages différents. Je reviendrai plus précisément dans les slides suivantes en vous donnant quelques chiffres clés sur l'évolution des structures familiales. Et d'un autre côté, bah, comme je vous l'ai dit, construire un logement, il faut construire des logements que nos clients peuvent se payer, parce que ça ne sert à rien de construire des logements pour faire joli. Le but, c'est quand même de proposer des logements à des personnes qui ont besoin. Les besoins de logement sont énormes aujourd'hui. Et notre but, c'est de pouvoir, quand on me demande quelles sont les innovations, en fait, ce n'est pas des innovations, on revient aux fondamentaux même du logement, qui sont de proposer des logements à des gens qui ont besoin et qui ont et qui doivent pouvoir se payer ce logement. Donc, c'est le bon logement au bon prix, avec de la bonne taille, qui correspond au budget de ces personnes.
Alors, quelques chiffres sociologiques concernant les ménages français aujourd'hui. Comme je vous disais, il y a quelques années, nous étions à plus de 3%. Vous voyez sur la courbe il y a 50 ans, nous étions à plus de 3%, plus de 3%, plus de 3, et quelques, on était à 3,1 habitants par ménage. Aujourd'hui, nous descendons en dessous des 2 personnes par ménage. Et si vous voyez sur le tableau d'à côté, 36% aujourd'hui des Français vivent seuls. Et quand vous regardez le couple sans enfants, il y en a encore 25%. Donc ça fait 60% des Français aujourd'hui vivent à un ou deux chez eux. Donc évidemment, quand on vit à un ou deux chez soi, on ne va pas forcément vivre dans des 4 ou 5 pièces. Alors vous allez me dire, on ne va pas tous vivre non plus dans des studios quand on vit à un ou deux. Mais vous voyez, la répartition a complètement changé. Quand j'ai commencé à travailler, nos immeubles étaient composés essentiellement de 3 pièces, c'était les plus petits appartements de 4, 5 pièces. Et il y avait quelques appartements de 2 pièces qui étaient un peu les bouches-trous qu'on mettait au-dessus des rampes de parking au nord, là où on ne savait pas quoi faire. Et alors qu'aujourd'hui, on tourne nos appartements complètement différemment, puisque nos 2 pièces et 3 pièces vont être l'appartement phare, l'appartement central de nos programmations, parce que c'est ces appartements-là que nos clients vont acheter demain. Et pour les plus grands appartements, ça sera des jumelages des plus petits qui vont permettre aussi de proposer des plus grands. Parce qu'évidemment, les plus grands existent toujours, mais ils sont issus du jumelage de petits. Donc, c'est intéressant de voir ce tableau où vous voyez toutes les structures familiales. Et j'ai quelques chiffres autres que j'ai trouvés hier. Un autre chiffre qui est intéressant, on a 8 millions de familles aujourd'hui en France avec un enfant. Quand on parle de famille, c'est des couples avec enfants de moins de 18 ans. Et sur ces 8 millions de familles, 2 millions sont des familles monoparentales. Et parmi ces 2 millions de familles monoparentales, on a 84% qui sont des femmes avec leurs enfants seuls. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est des choses complètement différentes. La famille recomposée, la famille monoparentale, c'est des chiffres à voir et donc des clients différents que vous allez avoir en face de vous qui auront des besoins complètement différents de ce qu'on avait hier. Alors, je parle de famille monoparentale, ce qui veut dire qu'il y a eu divorce ou pas avant. Aujourd'hui, un mariage sur deux se solde par un divorce. C'est des chiffres très importants également. Et parmi ces 50% de mariages qui se soldent par un divorce dans les 5 premières années à peu près de mariage, il y a des enfants qui sont concernés par 50% de ces divorces. Donc, qui dit famille monoparentale, famille recomposée, tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc, vous voyez, c'est tout ce panel qui est primordial à avoir en tête de cette nouvelle structure familiale. Et d'un côté, et de l'autre côté, quand je vous parlais de portefeuille des Français, il faut avoir aussi en tête, et ça c'est un rapport aussi qui a été publié dans les Échos récemment, 50% des Français aujourd'hui appartiennent à la classe moyenne. Donc 50% des Français aujourd'hui gagnent entre un SMIC et 3200, après presque 2 SMIC, entre un SMIC, un SMIC et demi, un SMIC, presque 2 SMIC, par foyer. Et donc, vous voyez aussi, c'est 50% des Français. Donc, il faut pouvoir trouver pour 50% des Français des logements qui sont adaptés à leurs besoins. Alors, comment on va repenser le logement? Donc, avec 3 piliers pour moi essentiels, qui est d'abord un premier pilier qui concerne le bâtiment. On va concevoir des bâtiments beaucoup plus sobres, de façon à réduire le coût de la construction, parce que réduire le coût d'un appartement, c'est pas que construire des appartements plus petits. Ça, c'est surtout ce sur quoi on veut pas arriver. C'est trouver toutes les possibilités pour faire des appartements qui valent moins cher, mais tout en gardant une qualité de vie, une qualité d'usage au quotidien la plus maximisée possible. Donc, d'un côté, c'est cette sobriété du bâtiment qui va nous permettre de réduire les coûts de construction, mais aussi de baisser les charges de fonctionnement et donc les charges des futurs habitants par la suite.
Deuxième point, c'est ce que j'appelle la valeur d'usage augmentée. Certes, nous allons travailler sur la capacité des appartements, mais tout en faisant en sorte que les mètres carrés que nous allons créer soient des mètres carrés utiles et qu'au final, nous allons vendre des bons mètres carrés et ceux qui sont le plus utiles et chasser les mètres carrés inutiles, ceux qui ne servent pas à grand-chose, des grands couloirs qui ne servent à rien ou des formes arrondies où on ne peut pas mettre de meubles spécifiques. Donc, toutes ces espaces résiduels qui ne servaient pas à grand-chose et qu'on paye le même prix que des espaces qui coûtent, qui sont utilisables, c'est ça le travail que nous faisons aujourd'hui. Et bien évidemment, tout ce qui est espace à vivre extérieur et tout ce qui va avec, donc je vous expliquerai par la suite. Au final, le bien-être individuel et collectif est en centre de nos préoccupations, parce que ça aussi c'est important et dû aux réglementations environnementales. Nous allons continuer à travailler en plus et parallèlement sur des immeubles qui font du bien à l'individu, qui font du bien à la planète, qui œuvrent pour le confort d'été, le confort d'hiver. Vous savez, pendant des années, nous vendions le neuf comme une solution au confort d'hiver, contrairement aux immeubles anciens qui sont des passoires thermiques. Le neuf était très réputé pour sa bonne isolation thermique et un confort d'hiver très important, donc avec des fenêtres, double, triple vitrage, des isolants beaucoup plus importants, moins de pertes, de déperdition d'énergie. Et aujourd'hui, les clients qui viennent dans le neuf recherchent non seulement ce confort des thermiques d'hiver, mais qui est quelque part acquis depuis des années, cet élément est acquis dans notre production, mais également tout ce qui va avec le confort d'été. Le confort d'été, c'est quoi? C'est pas de la climatisation, c'est le fait que l'immeuble lui-même garde une inertie tel qu'il ne va pas s'échauffer l'été outre mesure. Vous voyez, si vous avez tous l'image d'un studio sous les toits parisiens, dans un immeuble haussmannien, vous habitez dans un immeuble haussmannien sous les toits dans une chambre de bonne avec un toit en zinc au-dessus de la tête, quand il fait 30 degrés à l'extérieur, vous pouvez facilement avoir plus de 40 degrés chez vous parce que l'appartement réagit comme une cocotte minute, le soleil tape sur le zinc qui va s'échauffer et restituer cette chaleur à l'intérieur de l'appartement. Donc, c'est ça que nous allons essayer de faire. C'est pas de baisser la température, c'est de faire en sorte que tous les matériaux qu'on va mettre en œuvre, toutes les solutions qu'on va mettre en œuvre sur l'architecture de notre bâtiment vont permettre de ne pas faire s'élever la température au cœur de l'appartement, voire la baisser. Mais le but, c'est de faire en sorte que la température reste constante et ne s'élève pas au cœur de l'appartement. Bien évidemment, il y a la qualité de l'air, les espaces extérieurs. Espace extérieur, quand je parle d'espace extérieur, c'est aussi une source de fraîcheur, d'îlots de fraîcheur autour du bâtiment qui vont permettre de garder une atmosphère rafraîchie tout autour des bâtiments. La lumière, bien évidemment, est un des points essentiels que cherchent les acquéreurs dans des immeubles neufs avec des grandes baies vitrées. Le vivre ensemble. Alors, le vivre ensemble, je reviendrai après, mais je tiens absolument à vous parler de cet élément-là aussi. Aujourd'hui, un des problèmes, une question récurrente qu'ont nos acquéreurs, c'est et mes voisins, est-ce que je suis bien isolé acoustiquement des voisins? Est-ce que le voisin est un réel source d'inquiétude pour un acquéreur? Et le voisin, en fait, certes, nos immeubles sont de plus en plus isolés acoustiquement. Alors, vous savez aussi que plus on s'isole acoustiquement contre les bruits de l'extérieur, plus des bruits intérieurs peuvent émerger. Vous allez entendre plus facilement, ne serait-ce que votre réfrigérateur ronronner parce que l'isolation est telle au bruit extérieur et à tout bruit ambiant que le niveau sonore que vous allez avoir dans l'appartement est tellement faible que tout bruit émergent va devenir un problème. Mais si vous avez des bons rapports avec vos voisins, si vous vivez bien votre communauté au sein de votre immeuble, mais évidemment, les bruits que vous allez entendre, vous les vivrez de façon différente. Vous savez vous-même, si votre voisin, c'est un copain et il a des enfants qui courent jour et nuit, vous allez être beaucoup plus tolérant. Si votre voisin, vous ne l'aimez pas du tout et que ses enfants courent au-dessus de votre tête, là, vous allez être complètement dépressif parce que ça va vous rendre fou. Voilà, donc je pense que le bien vivre ensemble au sein de nos immeubles est un réel problème, est une réelle source pour nous de travail et le fait de décorer systématiquement les parties communes, créer des espaces conviviaux où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger, pouvoir avoir des interactions est un plus pour que la mayonnaise prenne quelque part entre les différentes
habitants de l'immeuble et qu'ils vivent leur quotidien de façon le plus apaisée possible. Alors, je vais revenir à ce que c'est un immeuble sobre pour moi. Alors, un immeuble sobre n'est pas un immeuble pauvre. Je pose déjà le point. Un immeuble sobre, c'est un immeuble qui va être le plus... je pousse, il y a cette image qui m'embête un peu. Comment je fais pour l'enlever? Un immeuble sobre, ça va être l'immeuble qui va être le plus simple possible dans sa forme et donc qui va utiliser le moins de structure, le moins de matériaux, mais tout en gardant une esthétique que vous allez le voir par la suite, très recherchée et très travaillée. Vous voyez ici deux images. Les premières, j'ai pris un emboîtement de cubes. Vous avez soit les cubes qui sont posés de façon aléatoire, côte à côte ou superposés, peu importe, et vous voyez un bâtiment qui s'esquisse sur la première image. Quelle est sa différence avec celle d'en dessous? C'est le linéaire de façade que vous allez engendrer est beaucoup plus important. Quand je parle de façade, on parle aussi des toitures. Vous voyez, la dernière façade de l'immeuble qui est le dessus. Donc, vous allez multiplier le linéaire de surface en rapport avec l'extérieur. Qui dit surface en rapport avec l'extérieur va dire surface entre le chaud et le froid. Donc, des surfaces qui vont être isolées, qui sont en matériaux durs. Donc, et par contre, dans l'immeuble d'en dessous, vous allez, comme on empile stricto sensu les cubes de la même façon, vous allez avoir moins de déperdition d'énergie, moins d'utilisation d'isolant, et donc un bâtiment beaucoup plus sobre et beaucoup plus respectueux de l'environnement que dans l'immeuble précédent. Alors, quand on va simplifier sa forme justement pour réduire tous ces ponts thermiques et optimiser l'isolation, on va aussi faire en sorte que cet immeuble dont les étages se plombent ou sont les uns au-dessus des autres le plus simplement possible, les appartements soient aussi les uns au-dessus des autres, soient les mêmes. On est à le même étage courant sur chaque étage. Alors, ce n'est pas un appauvrissement, ce n'est pas le fait de faire le même appartement pour tout le monde et loin de là. Le fait de faire des étages courants où les appartements se superposent stricto sensu va nous aider aussi sur les problèmes d'acoustique dont je vous parlais précédemment. Avoir sa chambre au-dessus de la chambre de votre voisin, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace en termes d'acoustique que d'avoir sa chambre au-dessus de la cuisine de votre voisin ou de son séjour, par exemple. Donc, faire en sorte que les appartements soient les mêmes sur tous les étages, c'est super important. Que la structure plombe sur tous les étages, que les gaines soient les mêmes du dernier étage au rez-de-chaussée, qu'elles soient verticales et qu'il n'y ait pas de dévoiement. Qui dit dévoiement dit problème acoustique, dit problème, dit longueur de tuyau plus grand, donc coupe supplémentaire. Dit aussi peut-être problème de fuite éventuellement et problème d'étanchéité. Donc tous ces sujets-là, nous allons les rationaliser pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème et qu'il y ait surtout une efficacité complète. Et évidemment, avec une épaisseur de 15 mètres 50 de nos bâtiments, nous allons aussi être complètement alignés avec l'infrastructure, le parking. Vous savez qu'un parking, c'est à peu près 15 mètres de large puisqu'on a 5 mètres de profondeur de place et 5 mètres de circulation, plus 5 mètres de l'autre côté de profondeur de place. Donc, le bâtiment idéal, c'est celui où la structure en superstructure va être alignée avec la structure en infrastructure pour justement optimiser au maximum ces descentes de charge. Je n'arrive plus à passer mes images, mais ça va arriver. Alors, vous allez donc, je vous ai parlé de la forme, vous allez me dire, oui, on va appauvrir l'architecture. Donc, non, pas du tout, je vous réponds. L'architecture ne va pas être du tout appauvrie. L'architecture, elle va par contre être au service des habitants et de la ville. Et la compacité du bâtiment va induire une nouvelle forme d'architecture. Vous voyez ici, 3 immeubles, et je vous en montre d'autres par la suite, que nous avons conçus récemment au sein du groupe. Et quel est le point commun de tous ces immeubles, c'est le centre même du bâtiment. Vous voyez, c'est ce qui c'est un parallélépipède. J'aurais dû vous le dessiner même pour que vous le voyez mieux. Le bâtiment est très parallélépipédique. Donc, il y a l'un, c'est à Villeneuve-la-Garenne, il est plutôt haut. Celui d'Annecy, il est plutôt plus cubique. Et celui de Guérande, c'est un parallélépipède plus horizontal. Mais la forme, la structure même du bâtiment renvoie un peu à mon image des cubes que je vous montrais précédemment.
Et qu'est-ce qui change dans notre perception de l'architecture? C'est que nous allons avoir ce cube le plus monolithique possible au centre, ce parallélépipède, et autour de ce parallélépipède, vous allez avoir des balcons, des terrasses et des ornementations qui vont venir créer l'architecture du bâtiment, créer l'esthétique du bâtiment, être le siège de balcons, de terrasses et bien évidemment gérer aussi les problèmes de confort d'été, par exemple, en fonction des régions dans lesquelles vous êtes, en fonction des orientations de façade, parce que le confort d'été dont je vous parlais, on ne va pas le gérer de la même façon si la façade est au nord ou si elle est au sud ou à l'ouest. À l'ouest, vous avez un soleil qui descend de midi jusqu'à 22 heures l'été, voire plus, et vous allez l'avoir en pleine figure toute l'après-midi, donc qui va rentrer très profondément au sein de votre appartement et qui va surchauffer votre appartement. Donc, à l'ouest, vous allez chercher des panneaux occultants verticaux, des volets roulants que vous allez fermer toute la journée ou pas. Voilà. Donc, par contre, au sud, le soleil, il est au zénith en plein été. Donc, vous l'avez au-dessus de votre tête. Donc, un balcon débordant, un balcon très saillant va vous permettre d'avoir un confort d'été en été beaucoup plus important que des panneaux verticaux, par exemple, qui ne serviront à rien sur une façade sud. Donc, l'esthétique même des bâtiments, l'esthétique même des façades va aussi répondre à ces nouvelles injonctions dues au confort d'été, par exemple. Et sur tous les sujets de santé et de bien-être. Je vous montre une autre image. Vous voyez encore le cœur de bâtiment très sobre et cette double peau, ce que j'appelle cette double peau qui va venir encercler ce bâtiment parallélépipédique qui va créer l'animation et l'esthétique de la façade. Les avantages donc d'une telle architecture, vous l'avez compris, une économie de la matière et d'isolant, une optimisation de la structure, des plans d'étage répétitifs qui optimisent les descentes de fluides, mais aussi, comme on l'a dit, l'acoustique, par exemple, une réduction des ponts thermiques vis-à-vis de l'extérieur, donc au final, des charges moins importantes pour nos acquéreurs qui devront moins chauffer leur appartement en période hivernale. Une efficacité carbone, bien évidemment, parce que qui dit moins d'utilisation de matériaux dit aussi efficacité carbone renforcée. Et une nouvelle liberté architecturale, puisque les architectes vont maintenant, sur la base de ce petit meuble parallélépipédique, pouvoir avoir un langage beaucoup plus varié et beaucoup plus riche qui va venir encercler ces bâtiments. Donc, au final, nous allons avoir des immeubles moins chers à la construction, plus respectueux de l'environnement puisque plus efficaces en carbone et moins chers, bien évidemment. Au final, c'est l'acquéreur qui y gagne puisqu'on va pouvoir vendre des appartements moins chers au final pour nos acquéreurs et avec un usage, bien évidemment, renforcé. Alors, j'aime bien montrer aussi cette image parce que c'était il y a 100 ans. Et c'était des images, des bâtiments conçus par Le Corbusier, par Fernand Pouillon, par Auguste Perret. Et qu'est-ce que c'était à l'époque, le mot d'ordre? Ces gens-là ont construit des immeubles à une époque où ils recherchaient également la sobriété, la simplicité, le plan libre, la modularité, la proportion. C'est tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. La fonctionnalité d'usage, l'ameublement. Ils réfléchissaient, ils ont même dessiné des meubles, ils ont même conçu des meubles. Si vous allez voir les appartements d'Auguste Perret au Havre, il a réfléchi jusqu'au moindre détail sur où se trouve, comment on va mettre un lit dans une chambre, comment on va meubler les espaces. La santé était bien évidemment primordiale. Vous savez, à l'époque, c'était la tuberculose, on essayait d'avoir des appartements qui étaient le plus aérés possible, traversant d'angles. Donc, tous ces sujets-là ne sont pas des sujets d'aujourd'hui. C'est l'interprétation qu'on va en faire aujourd'hui avec les matériaux d'aujourd'hui. À l'époque, le béton, c'était le roi, c'était le matériau noble, celui qui venait d'être découvert et qu'on allait transcender. Aujourd'hui, le béton existe, on le transforme, il devient bas carbone, mais il y a d'autres matériaux, il y a le bois. Et maintenant, c'est plutôt le bon matériau au bon endroit que nous allons utiliser qui va venir de moins loin, parce que qui dit efficacité carbone dit aussi qu'on ne va pas aller chercher à l'autre bout du monde des matériaux et les transporter avec des moyens de transport complexes et polluants. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que tout le travail qu'on a aujourd'hui, ce n'est que un cycle perpétuel de la réflexion qu'on a sur l'architecture. Et il y a 100 ans, grands architectes réfléchissaient déjà sur ces mêmes thématiques.
Alors, deuxième point maintenant, vous allez me dire, oui, avec tout ça, c'est bien beau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appartement? Alors, bien évidemment, nous allons aussi travailler sur l'appartement, ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire en sorte que les mètres carrés que nous allons vendre à nos clients soient les mètres carrés les plus utiles possibles, les plus optimisés possibles, sans perte d'espace, sans espace inutile. Donc, des pièces bien proportionnées. Je vous montrerai des plans par la suite, vous comprendrez, des mètres carrés, la chasse de mètres carrés inutiles, un nouvel équilibre entre les pièces de vie et les pièces annexes. Un appartement, pour moi, qui a que des couloirs partout, n'est pas un appartement optimisé. Vous allez vendre le couloir, le dégagement au même prix que la pièce, la chambre ou le séjour. Bah, la vie, elle se passe plutôt dans une chambre ou dans un séjour plutôt qu'un dégagement, sauf si un dégagement est très optimisé, et on le verra également. Donc, la place des meubles est primordiale, la circulation au sein d'un appartement est primordiale. Alors, un appartement doit être meublable, ça paraît triste à dire, mais quand vous avez un séjour où il y a des portes partout, des fenêtres partout, et vous êtes obligé de mettre votre canapé en plein milieu du séjour, ce n'est pas un appartement qui est optimisé. Un canapé, ça se met le long d'un mur, et puis la télé, elle est en face du canapé. Voilà. Donc, et dans un séjour, bah, il faut pouvoir avoir une table de salle à manger. Donc, l'ameublement est primordial, et si vous avez des plans qui sont sans meubles, il faut montrer à un acquéreur pour lui expliquer son mode de vie, pour parler des scénarios de vie qu'il va pouvoir avoir dans son appartement. Bah, il faut partir aussi du meuble. La circulation, l'efficacité de la circulation au sein d'un appartement, c'est primordial. Quand vous allez vendre un appartement, pour moi, vendre un appartement, c'est aussi se promener dans cet appartement, même s'il est virtuel puisqu'il est sur un plan. On va se promener dans cet appartement avec son acquéreur, et on va esquisser le mode de vie qu'il pourra avoir. Ben, on rentre dans un appartement, on pose son chapeau, son manteau dans un placard vestiaire, on pose ses clés sur une table, on va aller dans le séjour, par où on passe, on se lave les mains, on va aux toilettes. Voilà. Donc, c'est tous ces cheminements où on ne se prend pas la porte dans la figure quand on se tourne pour passer des toilettes à la salle de bain, où on peut ouvrir le placard sans qu'il tape dans la table de nuit. Tous ces sujets sont primordiaux, et la circulation, l'efficacité de la circulation au sein d'un appartement est primordiale. Évidemment, tout ce qui est équipement, l'efficacité de l'équipement, c'est quoi un équipement? C'est les éléments de cuisine, avoir suffisamment d'éléments de cuisine pour répondre aux besoins quotidiens d'une vie d'un ménage, avoir une douche bien placée où on peut rentrer dans la douche sans se prendre les pieds dans les WC à côté ou dans le meuble vase qui est adjacent. Ben, tous ces éléments, ces placards, tous ces éléments, tous ces équipements qu'on va fournir à l'appartement doivent être le plus efficaces possible pour pouvoir rendre la vie au quotidien la plus facile. Et puis la pièce à vivre extérieure, bien évidemment, vous savez tous qu'aujourd'hui, un appartement sans pièce à vivre extérieure est très difficilement vendable. Et nos acquéreurs cherchent des espaces extérieurs. Le Covid a fait son effet, et nos acquéreurs, les familles que nous allons avoir, les ménages que nous allons avoir en face de nous, ont besoin de cet espace extérieur, mais pas de n'importe quel espace extérieur. Les petits balcons qui mesuraient à peine 80 cm de profondeur, bah, ce n'est plus des espaces à vivre extérieurs. Un espace, c'est un vrai espace où on peut y faire quelque chose, on peut manger, on peut recevoir ses amis, on peut travailler. Alors, donc, il doit avoir une proportion suffisante. On préconise minimum 1,40 m, mais nous sommes déjà bien au-delà de ces 1,40 m de profondeur, et une surface d'au moins 10% de la surface de l'appartement pour pouvoir justifier de cette pièce à vivre extérieure supplémentaire pour les appartements. Alors, quelques plans. J'aime bien montrer ces plans parce qu'ils sont très, très parlants. Vous avez précédemment, jusqu'à l'année dernière, l'année d'avant, vous construisez des 3 pièces de 65 mètres carrés. C'est le premier plan, celui que j'appelle hier. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur 58 mètres carrés. Donc, si vous regardez les deux plans, vous regardez la surface du séjour d'avant et d'après. Vous étiez à 26 mètres carrés avant, vous êtes à 26 mètres carrés aujourd'hui. Certes, vous allez me dire, l'entrée est rentrée dans le séjour. Mais l'espace, vous ne pouvez même pas me dire qu'il est moins utilisable. Bon, alors, le séjour est un peu plus étroit que précédemment. Mais vous avez toujours un canapé avec la télé en face. Vous avez toujours la possibilité d'avoir une table pour manger à 4 d'un côté ou 6, peu importe, on rentrait assis de l'autre côté aussi, mais l'espace de vie que vous allez avoir n'est pas moins généreux. Par contre, nous avons réduit de façon conséquente la taille du dégagement. Alors, entrée-dégagement précédemment faisait 7 mètres carrés, vous n'avez plus que 4 mètres carrés aujourd'hui. La salle de bain a été réduite, le WC a été réduit, les chambres ont été rééquilibrées. Avant, vous aviez la chambre handicapée 12 mètres carrés et une petite chambre de 9 mètres 80. Aujourd'hui, vous allez avoir 2 chambres d'un peu moins de 11 mètres carrés qui chacune présente un placard, chacune peut être disposée avec un lit double. Alors, vous allez me dire, où
où se retrouve la réglementation handicapée. Alors, effectivement, avant, nous avions un appartement 10-100% handicapé. Aujourd'hui, avec la loi Elan, nous avons la possibilité d'avoir 80% d'appartements non handicapés et 20% d'appartements qui doivent être handicapés et réversibles. Alors, effectivement, mon plan de 58 mètres carrés tel qu'il est dessiné ici ne répond pas aux réglementations handicapées, mais vous avez par exemple le WC, il y a le placard qui est juste à côté pour qu'il soit adaptable handicapé. Il y a les 1,20 m devant la porte d'entrée qui sont présents pour pouvoir avoir pour tourner dans le WC. La porte d'entrée est handicapée et pour retrouver une chambre handicapée, bah, évidemment, c'est la cloison qui va se décaler légèrement sur le séjour pour pouvoir retrouver une chambre de dimension plus importante. Et vous voyez le pointillé rouge, c'est pour montrer que bah, l'espacement entre les deux fenêtres est tel pour qu'on puisse passer d'une version handicapée à une version non handicapée. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'au final, le plan que nous allons réussir à avoir aujourd'hui, vous allez me dire, j'espère que vous allez me donner des avis, je ne le trouve pas moins efficace que ce que nous avions avant. Il est plus optimisé, il offre des pièces à vivre tout aussi généreuses, tout aussi faciles d'aménagement. Quand je vous parlais de proportion, un séjour, pour moi, doit être rectangulaire, surtout dans cette configuration-là. Vous auriez le même séjour de 26 mètres carrés, qu'est-ce qui serait passé? Bah, la cuisine, elle serait rapprochée de la table du canapé. La table de salle à manger, la table de salle à manger, exactement, se trouverait devant le canapé, entre le canapé et la télé. Ça n'aurait pas du tout été la même proportion. Donc, tout est une question de proportion. Donc, pour moi, je me bats sur ces sujets-là. Un séjour doit être rectangle, puisqu'on peut différencier un espace cuisine d'un espace séjour. On peut même, à la limite, mettre une porte coulissante, si on souhaite, mettre une verrière entre cuisine et séjour. En tous les cas, l'espace se vit deux en un et pas tout dans la même pièce. Et c'est ça que recherchent les acquéreurs. C'est des espaces qui peuvent se vivre de façon différenciée à toute heure du jour et de la nuit, et que chacun puisse avoir son espace, peut-être tous ensemble. La cuisine, aujourd'hui, on a interrogé les Français récemment sur la cuisine ouverte. 90% des Français ne souhaitent pas revenir en arrière. Alors, ils parlent certes de cuisine éclairée naturellement, mais la cuisine fermée ne revient pas du tout dans les priorités des Français. La cuisine au sein de la pièce à vivre est importante, le fait que tout le monde puisse être ensemble, puis qu'on cuisine en famille, qu'on reçoive ses amis dans ce même espace, c'est devenu quelque chose de très important pour les Français aujourd'hui. Alors, je vous montre le 2 pièces, 45 mètres carrés précédemment. On est plutôt à 38 aujourd'hui, mais là aussi, vous voyez que l'entrée a été intégrée dans le séjour. On se retrouve aussi avec des surfaces équivalentes de pièces de vie. La chambre, bien évidemment, est plus petite, mais elle est efficace. Elle a son placard. Elle a un placard presque de la même taille que précédemment. La cuisine a le même nombre d'éléments. La salle de bain est plus compacte. Mais voilà, donc vous avez c'est cette chasse des mètres carrés dits inutiles, cette optimisation des espaces qui est pour nous primordiale aujourd'hui pour vendre les bons mètres carrés au bon prix. Alors, quand je parle de typologie, donc on a parlé des 2 pièces, des 3 pièces, mais en fait, moi, je n'aime pas être enfermée dans un carcan de typologie. Et d'ailleurs, si on pouvait ne plus vendre de typologie, mais vendre des surfaces, je serais très, très, très heureuse. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir à l'acquéreur la bonne superficie, la bonne surface qui correspond à son mode de vie. Alors, regardez le 2 pièces de 45 mètres carrés, qui pour moi, je l'appelle le 2 pièces évolutif, le 2 pièces alcôve, comme vous voulez. Je suis partie sur la base du même 2 pièces de 38 mètres carrés que je vous ai montré précédemment, et on a rajouté une pièce qui s'appelle l'alcôve. C'est une pièce en plus. Alors, je ne peux pas l'appeler chambre, puisqu'elle fait moins de 9 mètres carrés, et qu'une chambre dans la réglementation, doit avoir minimum 9 mètres carrés. Alors, cette pièce, certes, cet appartement, je ne peux pas le vendre comme un 3 pièces, parce que ce n'est pas un 3 pièces. C'est un 2 pièces plus. Il offre cette pièce en plus. Alors, ça peut être un appartement, un grand 2 pièces pour les personnes un peu plus âgées qui souhaitent un peu plus de confort et cassent la cloison et se retrouvent un séjour beaucoup plus généreux. J'aurais même pu avoir une gaine supplémentaire dans cette alcôve et permettre à des personnes qui souhaitent une cuisine en premier jour de déplacer la cuisine dans l'alcôve et d'avoir une cuisine indépendante, fermée s'ils le souhaitent, avec fenêtre. Ça peut être aussi
vie. Je suis allée visiter, par exemple, une opération récemment et j'ai croisé une dame, justement, une dame qui venait de se séparer, qui vit seule avec ses deux enfants et qui me dit, Madame, je cherche depuis longtemps un appartement pour vivre avec mes deux filles. Qu'est-ce que on me propose sur le marché? Soit des deux pièces de 38, 39, 40 mètres carrés. Effectivement, ça rentre dans mon budget, mais je ne peux pas vivre avec deux filles ados dans 38 mètres carrés. C'est impossible aujourd'hui. Après, j'ai des trois pièces de 60, 62, 63. Là, malheureusement, mon budget, j'ai plus du tout le budget pour acheter ce genre d'appartement. Et grâce à vous, on a trouvé ce 45 mètres carrés qui est idéal pour notre vie de famille aujourd'hui. Moi, maman, je dors dans l'alcôve. D'ailleurs, je crois qu'elle était même un tout petit peu plus petite que celle-ci, celle de cette dame. Elle me dit, j'ai mon espace privatif, j'ai mon indépendance, j'ai mon intimité. Avec une porte dans cette alcôve, je dors et je peux avoir ma chambre. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande chambre, j'ai besoin d'être tranquille et d'avoir mon intimité de temps en temps. D'un autre côté, mes filles dorment toutes les deux dans des lits superposés dans la chambre et nous avons ce grand espace à vivre central qui nous permet tantôt de faire les devoirs des filles, tantôt de recevoir de la famille, tantôt de cuisiner ensemble. Et c'est ça la force de cet appartement pour moi. Et elle était très contente de vivre dans cet appartement. Voilà. Donc, on a répondu aux besoins de cette dame. Je vous dis pas qu'on a répondu à tous les besoins, mais avoir des typologies, des surfaces d'appartements différentes avec des typologies intermédiaires. J'aurais pu vous faire le même débat sur le 3 pièces alcôve ou sur le studio alcôve qui est juste à côté, le studio évolutif. À chaque fois, la possibilité entre deux typologies d'avoir cette typologie intermédiaire qui n'est ni celle d'en dessous ni celle du dessus. Elle est un grand appartement du dessus pour les familles qui veulent quelque chose de plus généreux ou le petit appartement d'en dessous pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter la typologie du dessus. Alors, vous allez me dire, et où a-t-on les grands appartements? Je ne vous ai pas mis de diapositive sur les grands appartements là, parce que pour moi aujourd'hui, un grand appartement, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins qu'un jumelage de deux petits. Vous vendez, si un acquéreur qui cherche un 4 pièces, vous faites le jumelage de 2,38 mètres carrés, ça fait 76, ou de 2,45 s'il veut plus grand. Tous nos plans, en tous les cas, nous y réfléchissons pour que les personnes qui souhaitent des plus grands appartements puissent jumeler deux appartements plus petits. Alors, ça a plusieurs avantages. D'abord, ça nous permet de proposer au plus grand monde le plus grand choix possible d'appartements. Et ça permet aussi, surtout à un acquéreur qui a acheté un jumelage, demain, s'il a un revers de médaille, s'il se sépare, si ses enfants partent faire des études à l'étranger et qu'il a des chambres en trop, de pouvoir soit revendre une partie de son appartement, soit de pouvoir le louer et continuer à vivre décemment dans une moitié d'appartement si besoin. Alors, j'en reviens donc à mes 5 priorités, parce que c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction de cette partie-là. J'aime bien parler de valeur d'usage augmentée de nos appartements, avec des circulations intérieures optimisées, l'ameublement. Donc, je vous montre à chaque fois, les meubles sont dessinés systématiquement sur nos plans. C'est parler d'un appartement et raconter un appartement à un acquéreur et parler de son mode de vie, c'est surtout aussi parler de comment il va pouvoir meubler son appartement. L'utilisation et la praticité des équipements sanitaires, mais les placards, Alors, placard, je reviens sur le placard parce que c'est un sujet aussi qui m'anime. Pour moi, un placard, c'est pas forcément le placard que nous allons livrer à l'acquéreur à la réception. D'ailleurs, j'ai une autre anecdote à ce sujet. J'étais allée visiter un autre immeuble récemment, qui était un immeuble entrée de gamme chez nous, où je savais pertinemment que nous n'avions pas livré de placard en tant que tel aux acquéreurs. Le meuble placard n'existait pas dans les prestations de cet immeuble. Donc, il n'y avait pas de placard vendu ou proposé aux acquéreurs quand ils ont acheté les appartements. Et à chaque fois que j'ai visité les appartements, j'ai rencontré les familles, tout le monde me disait, mais c'est super, madame, votre opération, il y a énormément de placards de rangement, on est super content. Alors moi, je me décomposais petit à petit, je commençais je dis, mais il se moque de moi, pourquoi me parle-t-il de cette... Est-ce que c'est pour me challenger? Voilà, donc je ne comprenais pas. Et j'ai fini par comprendre, en fait, ce n'était pas tant le placard qui les intéressait, c'est les possibilités qui étaient offertes au sein de l'appartement pour pouvoir mettre en œuvre un placard. Vous voyez, et maintenant, ce qu'on fait le plus, c'est qu'on met des pointillés sur nos plans pour esquisser l'endroit où les acquéreurs vont pouvoir mettre des rangements. Un placard, à la limite, un placard qu'on pourrait proposer, nous, en vente dans le neuf, ce sont des placards très standardisés. Vous allez aujourd'hui chez Ikea ou n'importe quel ailleurs, vous avez des placards qui coûtent
pas très cher, avec tout type de possibilités de personnalisation, avec la tringle spéciale cravate ou le tiroir vitré ou pas vitré, la lumière qui va bien. Chacun va pouvoir personnaliser son placard en fonction de ses besoins et l'installer chez lui comme il le souhaiterait. Alors qu'un placard de promoteur qu'on aurait pu mettre standard ne répondra pas forcément au final. Ils seront plutôt déçus du résultat qu'autre chose. Donc, je suis plus partante aujourd'hui de proposer des appartements sans placard, mais avec des espaces dédiés au rangement, même des pièces qui peuvent être des rangements celliers ou autres, qui peuvent être aménagés en dressing, plutôt que de proposer des placards. Donc, la praticité, dans la praticité des équipements, le fait de pouvoir proposer des emplacements spécifiques est pour moi primordial. Alors, les pièces à vivre extérieures, je vous en ai parlé, et le télétravail, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on doit avoir aujourd'hui dans notre vocabulaire. Et quand on parle de qualité de vie dans un appartement et d'usage, on parle aussi forcément de télétravail. Même, il y a des gens qui font plus, il y a des gens qui font moins. Il y a des gens, après, je ne suis pas sûre que ce soit une priorité pour nos acquéreurs aujourd'hui, mais voilà, donc il faut l'avoir en tête et pouvoir avoir des propositions d'aménagement d'espaces de télétravail dans les appartements que nous allons vendre. Tout ça au final pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on vend un appartement, il faut déjà comprendre quels sont les indispensables d'un client. C'est déjà pour moi la base de la discussion que nous devons avoir avec nos clients. C'est quels sont les éléments intangibles, quelles sont ces attentes primordiales pour qu'on puisse lui proposer le bon logement et la bonne façon de vivre. Est-ce que c'est un séjour le plus grand possible ou est-ce que c'est plutôt à l'inverse des chambres plus grandes ou est-ce que une salle de bain avec baignoire, une salle de bain avec douche. Donc, voilà. Donc déjà, comprenons quels sont les indispensables pour notre acquéreur, le fait d'avoir un espace extérieur ou autre. Après, on va pouvoir passer dans la phase des négociables. Est-ce que pour avoir un appartement qui rentre dans le budget que notre acquéreur souhaite acheter, est-ce qu'il va pouvoir, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il va pouvoir transiger ou est-ce qu'il va pouvoir avoir une réflexion? Est-ce que je préfère que mon WC soit indépendant ou est-ce que pour avoir une pièce à vivre importante, plus importante, mon WC peut être dans ma salle de bain? Ou est-ce que mes deux enfants peuvent dormir dans des lits superposés dans une chambre et avoir une chambre en moins, mais avoir peut-être une qualité de vie meilleure dans mon séjour? Est-ce que une cuisine en fond de séjour peut avoir à la place d'une cuisine en premier jour, permet aussi d'avoir un appartement certes plus petit, mais comme je vous l'ai montré précédemment, avec une qualité de vie supérieure au niveau du séjour. Voilà, l'entrée doit-elle être indépendante? Quand dans les appartements haussmanniens, pourquoi on faisait des entrées indépendantes? D'abord, il y avait la porte qui était double battant, qui laissait passer le son en dessous, donc il y avait un problème d'isolation phonique important entre l'extérieur et l'intérieur, et surtout, il y avait aussi le facteur, le livreur, qui venait directement dans votre appartement. Aujourd'hui, avec les boîtes aux lettres connectées, les relais colis et tout ce qui est mis en place, vous avez très rarement votre livreur de colis ou le facteur qui vient chez vous. Avant, l'entrée, c'était aussi l'endroit où on recevait le facteur, le livreur de colis, parce qu'on ne voulait pas qu'il voit l'aménagement de notre appartement, on ne voulait pas qu'il voit nos meubles, on ne voulait pas qu'il voit notre bazar, si on dit bazar, ou les tableaux qu'on a en mur. En tous les cas, c'était une espèce d'espace tampon entre intérieur et extérieur. Aujourd'hui, l'usage même de cette entrée n'a plus du tout le même but, en fait. Et donc, est-ce que, il faut continuer à faire des entrées indépendantes ou est-ce que l'entrée qui fait partie prenante de l'espace de jour, comme je vous ai montré précédemment, peut avoir du sens. Voilà. Donc, ayez en tête ce négociable. Qu'est-ce que l'acquéreur est prêt à négocier pour vivre son appartement comme lui l'entend? Après, j'aime bien aussi la catégorie des remplaçables. Aujourd'hui, un appartement, est-ce que demain, si on vend un appartement avec un lavabo sur colonne au lieu d'un meuble vasque pour qu'un appartement ait un prix plus attractif, est un problème pour un acquéreur? C'est une question qu'on va lui poser. Est-ce que lui-même, demain, après-demain, quand il aura un peu d'argent, pourra remplacer son lavabo colonne par un meuble vasque qu'il ira acheter où il voudra, ou même rajouter du carrelage sur les murs, ou changer sa moquette ou son sol souple par un parquet s'il le souhaite. C'est des choses qu'il va pouvoir faire dans le temps et ou les fameux placards dont je vous parlais. Ne pas proposer des placards, c'est moins cher parce que ça coûte le prix d'un placard. L'acquéreur pourra lui-même pouvoir installer ses placards par la suite. Donc, c'est ce que j'appelle la catégorie des remplaçables. Après, il y a deux autres catégories qui sont un peu plus nouvelles.
Vous avez les partageables. Alors, je sais que le français aujourd'hui n'est pas dans le partage spécialement. C'est des choses qui se font énormément à l'étranger. Mais le partageable est aussi une piste d'amélioration continue que nous étudions aujourd'hui. Est-ce que, à la place d'avoir un balcon personnel, avoir un espace, un grand jardin partagé où on peut retrouver peut-être une cuisine extérieure d'été ou une table pour pouvoir déjeuner dehors ou autre, peut remplacer le balcon ou pas? Est-ce que une buanderie collective peut nous permettre de gagner de l'espace dans les appartements? On enlève les X lave-linge de tous les appartements pour agrandir la cuisine ou le séjour et avoir une buanderie collective. Est-ce que c'est quelque chose que les Français sont prêts à accepter? Alors, d'après les enquêtes que j'ai mises en place récemment avec Opinionway, nous apercevons que tout ce qui touche à l'intime, pour l'instant, le Français n'est pas spécialement prêt à partager. Dans la buanderie, mettre mes culottes dans la même machine où mon voisin a mis ses chaussures, ses baskets sales après son cours de rugby, ça va pas du tout. C'est pas possible. D'ailleurs, mon voisin, il met que ses chaussures dans la machine et il a complètement salé la machine. Donc ça, c'est pas possible du tout. Par contre, partager le jardin, partager le potager, partager la terrasse, partager le local vélo où on va pouvoir avoir peut-être un atelier de réparation, partager un espace de télétravail éventuellement. Ces choses-là sont beaucoup plus concevables par nos acquéreurs aujourd'hui. C'est des choses qu'on va pouvoir multiplier de façon plus pérenne. Et enfin, le modulable. Alors, le modulable, c'est un peu ce que je vous expliquais avec ma pièce en plus, mon alcôve. C'est comment aujourd'hui vendre un appartement à un acquéreur qui va pouvoir évoluer dans le temps avec lui, évoluer avec sa vie qui va changer. Le 4 pièces qui peut être divisé en deux pièces si les enfants partent faire des études ou si on se sépare ou si on a besoin d'un revenu supplémentaire parce que je ne sais quoi d'autre. Ou l'alcôve qui est transformée en cuisine ou en chambre pour le bébé. On vient d'acheter un appartement, nous sommes un jeune couple. Jeune couple aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, quand on va lui livrer l'appartement, il aura peut-être eu un enfant. Donc, comment il va pouvoir anticiper ces évolutions et faire en sorte que son appartement s'adapte à son mode de vie sur une durée plus longue. Donc, voilà. Donc, ces deux thématiques sont plus nouvelles. On n'en parlait pas spécialement avant. Et c'est des thématiques sur lesquelles je travaille énormément pour pouvoir apporter ces éléments supplémentaires à nos appartements. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai beaucoup détaillé en première partie, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail. Le bien-être individuel et collectif, c'est la constante, c'est pas la touche en plus, c'est la base. Et pour moi, les réglementations environnementales que nous avons, la RE 2020, 2025 demain, des mois de janvier et autres, pour moi, ça a été presque une aubaine pour nous, parce que toutes ces réglementations nous ont poussés à réfléchir différemment. Quand je vous parlais de nouvelles façons de concevoir l'architecture, c'est aussi grâce à la RE 2020 qui nous a poussés à réfléchir différemment, à réfléchir carbone, à réfléchir économie de la matière, et qui nous ont permis d'avancer sur tous ces sujets de bien-être individuel et collectif. Et pour moi, la réglementation, il faut surtout cesser de la prendre comme un frein. C'est pour moi un véritable challenge, une véritable aide c'est certes des contraintes, ça coûte de l'argent et tout, mais si on n'avait pas cette dynamique qui a été mise en place et qui nous pousse vers cette réflexion nouvelle, je pense qu'on ne s'en serait pas là aujourd'hui à parler de cette façon-là. Donc, ayez en tête que le logement aujourd'hui évolue beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait hier. Ce que je vous raconte aujourd'hui, peut-être que si on se retrouve dans un an dans les mêmes circonstances, je ne vous dirai pas exactement le même discours et j'espère même qu'on se reverra d'ici un an pour que je vous dise comment on a évolué. Je pense qu'aujourd'hui, on doit s'adapter au jour le jour, aux évolutions, quelles qu'elles soient, pour pouvoir offrir le meilleur à nos acquéreurs. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. En tous les cas, je crois que vous aurez l'intégralité des slides que je vous ai projetés. Vous aurez également la rediffusion de la vidéo. Et n'hésitez pas, pour toute question, mon équipe et moi-même sont toujours prêts à répondre. Nous avons d'ailleurs un appartement témoin, le fameux
58 mètres carrés. Il est en physique au sein du siège du groupe Altarea, rue de Richelieu, donc vous pouvez le visiter à tout moment. Il est également sur le premier immeuble Access que nous avons vendu à Villeneuve-la-Garenne. Nous avons effectivement également construit un appartement de 58 mètres carrés témoin pour pouvoir recevoir les acquéreurs et leur montrer les qualités de ces appartements. Donc n'hésitez pas à aller les visiter, ils sont à votre disposition et les équipes sur place pourront vous faire visiter ces appartements. Merci en tous les cas de votre écoute. Merci Marie-Catherine. Pour le moment, on n'a pas de questions. N'hésitez pas, même à l'oral, si vous en avez. Et en effet, les appartements sont à votre disposition. Vous pouvez y aller en rendez-vous client, vous rapprocher de votre responsable prescription. Mais voilà, à Villeneuve-la-Garenne et à Richelieu, ils sont pour vous et pour vos rendez-vous clients. Et d'ailleurs, il y a un 3 pièces à Richelieu, et puis à partir du mois de début janvier, il y aura un 2 pièces en plus, un 2 pièces alcôve, le fameux 45 mètres carrés, pour montrer cette modularité entre le 2 pièces et le 2 pièces plus. Nous allons aussi le réaliser en grandeur nature, meublé, avec tous les équipements nécessaires. Donc, il y aura les deux, et le 3 pièces et le 2 pièces. On a une question d'Héloïse. Avez-vous des outils 3D pour projeter les clients à l'intérieur et pour vous aussi les extérieurs? Pour voir aussi les extérieurs. Alors, des outils 3D dans les sites clients aujourd'hui de Cogedim, mais aussi des autres marques du groupe. En tous les cas, chez Cogedim, que je connais plus aujourd'hui, le site client, il y a des maquettes, ce qu'on appelle des maquettes 3D. On peut même faire des visites virtuelles des appartements. Oui, ça existe. Après, ce n'est qu'un outil. Et on a des maquettes extérieures aussi, on peut faire le tour des immeubles. Après, rien ne vaut l'explication que vous allez apporter. L'acquéreur a du mal à se projeter. Parfois, des visites virtuelles 3D d'appartements, si on n'est pas habitué à ce genre d'exercice, on peut trouver l'espace trop petit ou trop ci ou trop ça. Donc, je pense que l'accompagnement et l'explication que vous allez y mettre pour pouvoir faire adhérer à votre acquéreur, il n'y a rien de tel. Et je pense que les appartements, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a construit ces appartements grandeur nature, c'est voir les choses en vrai, toucher un mur, qu'est-ce que c'est qu'une plaque de plâtre, qu'est-ce que c'est qu'une cloison SAD qu'on va pouvoir mettre demain, qui sont des innovations technologiques qui nous permettent d'avoir des cloisons plus légères, plus économiques, économiques en matière, hein, pas économiques en argent. Il faut pouvoir toucher, il faut pouvoir montrer. Le grand problème des acquéreurs dans le neuf par rapport à l'ancien, c'est que le neuf, ils le découvrent qu'en fin de parcours. Donc, je pense que montrer des appartements témoins, c'est une vraie richesse et c'est celle qu'on offre au sein du groupe pour pouvoir, en plus des éléments, je ne dis pas que ça remplace les vidéos et tout ce qui va avec, mais je pense qu'à un moment donné, c'est important pour un acquéreur de toucher une porte âme pleine, une porte âme creuse, c'est quoi? Un revêtement sol souple, c'est quoi? Il faut le voir, il faut le vivre, il faut marcher dessus, sauter dessus. Voilà. Donc, ayez ces deux éléments en tête. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, je pense, aujourd'hui. Et en tout cas, les maquettes 3D, il y en a sur la plupart de nos programmes et sur le site partenaire, dans les pages programmes, vous y avez accès. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Et merci Marie-Catherine. Et à une prochaine fois, j'espère. Comme d'habitude. À bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir.